Bonjour, donc pour poursuivre sur cette série sur l'expatriation, on reçoit aujourd'hui une jeune femme qui va se présenter. Je m'appelle Mathilde, j'ai 25 ans, ça fait 4 ans que je vis en Équateur. Je suis arrivée à la base pour 10 mois pour un échange Erasmus, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Et ça fait 4 ans que je suis là, je travaille à l'école française. Donc effectivement, tu es arrivée en même temps qu'Inès, une collègue qui est là aussi. Et, on arrive dans le même avion. Ah oui? Parce que c'est la deuxième fois qu'on fait la vidéo, donc c'est pour ça que... Donc effectivement, ouais, tu étais à la fac avec elle, si je ne me trompe pas, vous connaissiez avant, vous êtes venus ici étudier ensemble, et là vous partez justement, toutes les deux, vous allez partir cette année. Même pas une semaine d'intervalle d'ailleurs, 3 jours. Très bien. Donc vous allez partir cette année. Alors premièrement, je vais te demander, pour toi, qu'est-ce que c'est ta conception un petit peu de l'expatriation, et pourquoi tu as eu ce besoin à un moment d'arriver à Cuenca? Alors, qu'est-ce que l'expatriation? J'ai fait un mémoire dessus, donc l'expatriation c'est quand on va travailler dans un autre pays. Enfin, c'est ce que moi, c'est ce que j'ai ressenti. Mais pour moi, c'est plus que ça, c'est vraiment partir dans un autre pays, en fait, adopter. Enfin, pas forcément adopter une culture, mais être confronté à une culture. Pardon, je regarde ici, mais je sais pas. Non, vas-y, t'inquiète. Pour moi, c'est être confronté à une culture et essayer de voir jusqu'à quel point on peut essayer de l'adopter et jusqu'à quel point on peut essayer de s'y habituer, quoi. Et c'était quoi la deuxième question? Je sais pas en fait si je parle assez. Non, si, je suis en train de dire. Pourquoi tu arrives à Cuenca? Maintenant, c'est des profs qui... Attends, on va couper une seconde. Du coup, je suis arrivée à Cuenca parce que j'avais la possibilité de faire mon échange de 3e année, mon échange de licence LEA. Et je devais partir en Espagne à la base. Quelle ville? Je sais plus. Je sais pas, c'était un petit... Salamanque? Non, c'était un petit bled perdu, je sais plus, j'avais accepté... j'avais été acceptée de partout dans mes vœux, tu couperas ça s'il te plaît, Romain. J'avais été acceptée de partout. Mais je sais plus, c'était vraiment un tout petit bled, une petite université et tout. J'ai eu beaucoup de problèmes familiaux entre temps, et en fait j'ai dit, c'est pas possible. Enfin, 5 minutes avant de remplir la feuille, on rentre, parce qu'on devait être dans une salle. C'est vraiment toute une histoire, mais on rentre, on devait être dans une salle pour remplir nos vœux. Et je commence à écrire Espagne et j'ai terminé par écrire Équateur. Ah ouais, parce vraiment? que ça s'est passé comme ça. Comme un acte manqué, quoi. Ouais. Donc effectivement, tu disais que c'était quasiment comme un acte manqué. Au début, tu as mis Espagne, et bon, j'imagine que tu as voulu prendre beaucoup plus de distance et tu as mis Équateur à la fin. Ouais, j'ai regardé, entre-temps, j'ai juste regardé quelle était la ville la plus loin dans celle qu'on nous proposait, parce qu'on n'avait pas tous les pays dispo. Et j'ai vu que l'Équateur, c'était à 9730 km de chez moi. Ah ouais, j'aurais même dit un peu plus, mais bon. Bah non, mais de là où je vis, c'est 9730. Voilà, j'ai calculé. J'ai dit, ok, c'est plus loin. J'ai écrit Équateur. Tu vis à Saint-Étienne, non? Ouais, un petit village, c'est okay. Ça s'appelle. Parce que moi, de Poitiers, je pensais même que c'était limite 10 000. Bon, ouais, mais à la fin, c'est plus loin. Donc c'est plus loin. Bah, je suis pas sûr, parce que. Saint-Étienne, on a abordé pas. Toi, t'es plus près de la. Je suis à 3 heures de Marseille, en ligne droite. Ah ouais? Je pensais pas. Bon. Donc, tu arrives en Équateur. Ta première expérience d'expatriation. T'as jamais vécu à l'étranger avant? Non, j'ai très peu voyagé. Donc, raconte-nous un peu. Tu arrives en Équateur, comment ça se passe? Je suis arrivée à Quito. Là-bas, je suis arrivée 4 jours, il me semble que c'était. Donc, on était dans le même avion avec Inès. Elle est venue à Cuenca, je suis partie à Quito. Et ma première impression, ça a été la pauvreté. Surtout Quito, c'est franchement pas très joli. Tu vois très facilement les personnes qui vont vouloir te voler ou qui vont te vouloir du mal. Enfin, c'est vraiment la première impression que j'ai eue. Je voyais des chiens plus dans la rue, moi je pensais qu'ils étaient morts en fait. Sauf que le chien, 1 heure après, il avait bougé, donc je me dis bon, il a ressuscité, il y a un souci. Il y avait un vieux qui s'épilait la barbe avec une pince à épiler, un autre qui se la coupait avec des ciseaux. Et je me suis dit, je suis où? Et je vais passer 10 mois dans ce bled. Et j'ai oublié. Apparemment plus que 10 mois, parce que t'es encore là. Oui, mais à la base, je devais rester 10 mois. Je devais vraiment partir en juillet et je voulais partir travailler dans un autre pays pendant 2 mois, faire un stage et rentrer chez moi, quoi. Voilà, ça a été ma première impression. T'arrives à Quito. Alors moi, je t'arrête une seconde. Je trouve pas que Quito, c'est la ville où la pauvreté est la plus flagrante. Alors beaucoup plus qu'à Cuenca, ça c'est sûr, mais tu vas sur la côte, la pauvreté, elle te saute à la gueule pour le dire. C'est vraiment... Moi, je venais de mon petit village. Non, j'imagine. Ça m'a changé. T'imagines, le plus pauvre que j'avais vu dans ma vie, c'était la Pologne. C'est pas si pauvre que ça. T'es d'origine polonaise à moitié, toi, non? Non, j'ai un tout petit peu de sang italien. Et je suis française pure souche. Je pensais que c'était toi qui étais d'origine en partie polonaise. Mais non, oui, je comprends, tu étais resté en Europe et tu n'avais pas vu spécialement de pauvreté. Ouais, c'est ça. Donc, tu arrives à Quito au début, après à Cuenca? Oui. Cuenca, ça s'est pas très bien passé. J'ai vécu dans une famille, sauf que le mec, il m'a frappé.
Ah ouais, sérieux? Ouais, au bout d'une semaine. Donc je suis partie, je me suis retrouvée à la rue. Donc j'ai trouvé des endroits où dormir, mais je me suis fait jeter parce que je vivais avec des nanas qui se mettaient beaucoup de drogue, donc on s'est fait jeter de là-bas. Dans un autre appart où elles se mettaient des lignes de coke sur mon lit. Ta vie, j'ai dû rechanger d'appart. Tu connais le film Requiem for a Dream? Non. Bah, c'est ça ta vie. Oui, ça a été trop cool dans l'expérience. Donc j'avais vraiment envie de rentrer, j'ai eu des problèmes familiaux entre temps et j'étais vraiment à 2 doigts de rentrer chez moi. Genre ça s'est trop mal passé. J'étais avec des Françaises à la base, avec 2 Françaises. Bon, Inès, mais voilà, si elle le voit, elle le saura. On a eu un peu quelques altercations. Donc je me suis retrouvée vraiment toute seule. Et en fait, en février, j'allais rentrer. Je me suis dit, c'est pas grave, j'abandonne la licence, j'abandonne tout. Et voilà. Donc ça a été vraiment mes premières impressions. J'ai pas aimé du tout. Et qu'est-ce qui t'a fait rester finalement? Le Covid. Ah ouais, c'est le Covid. Je me suis fait jeter de mon appart un jour avant le Covid. Le jeudi, je rentre à midi après les cours. Je vois mes valises devant chez moi. Mais pour les proprios, ils m'ont dit, ah, tu pars. Cool. À 13h, on nous annonce le confinement pour le lendemain à 8h. C'était où alors? Et je suis allée chez la mère de mon mec. Sachant qu'en Équateur, c'est pas possible en fait d'être. De vivre avec quelqu'un, donc c'est pas possible même de dormir dans le même lit, juste. Avant le mariage, bien sûr. Oui. Voilà, et en fait, je suis restée de mars, avril, mai, jusqu'à fin mai, je suis restée chez eux. Et je suis pas rentrée parce que je savais qu'il y avait des restrictions. Et je me disais, mais en fait, si je rentre en France, je ressortirai pas. Et je me suis dit, je vais essayer de tenir. C'est vrai que c'est le même copain qui était maintenant? Ouais. D'accord. C'est vrai que ça a été particulièrement difficile, le Covid ici, non? Le confinement, etc., beaucoup plus drastique qu'en France, je crois. Ouais. Puis nous, on voyait des images, je sais pas si vous les voyez, mais des images avec des corps morts à Guayaquil. Guayaquil. Les mêmes images. Apparemment, dans la rue, c'est qu'ils n'avaient plus de place, ils ont mis les corps dans la rue, allongés dans la rue, effectivement. Mais ouais, ce que j'ai entendu ici, apparemment, littéralement, il y a des enfants, des élèves qu'on a ici, qui sont pas sortis pendant 1 an ou plus, quoi. Ouais, j'ai une petite élève, malheureusement, elle a perdu la faculté de marcher. Parce qu'elle est restée chez elle, elle n'avait plus à marcher, elle marchait vraiment comme un robot, comme un pingouin, comme ça. Elle ne marchait plus du tout. Donc, je pense que ça arrivait à pas mal de gens. Ça a été compliqué ici. La pauvreté, elle a vachement augmenté depuis. La différence. Apparemment, avec Cuenca, ça a beaucoup changé depuis le Covid. Qu'on m'a dit, ça a beaucoup changé depuis le Covid. C'était super calme avant. Et là, j'arrivais à sortir, je sais pas si c'était le Covid qui a fait ça, mais je ne sortais même plus du tout toute seule. Ah ouais Alors moi, comme je suis arrivé plus tard, j'ai pas encore ce ressenti. Bon, il peut se passer des choses, parce que je considère toujours que c'est plus sécurisé qu'une ville française pour moi, qu'une grande ville française. Okay. Mais on m'a dit aussi que ça a changé depuis 5 ans. Avant, c'était beaucoup plus calme. Et surtout, ça m'arrive de sortir de boîte, en l'occurrence. C'est vrai que c'est pas le truc le plus intelligent non plus, mais de rentrer à 3h du mat' ou 4h du mat' à pied. En France, il y a certains endroits où je le ferais, mais absolument pas, quoi. Absolument pas. Donc, j'ai encore cette image-là. Il n'y a pas du même coin, c'est peut-être pour ça aussi, je sais pas. Parce que Saint-Étienne, je le faisais sans problème. Tu vois, je rentrais bourrée, je perdais mes clés au milieu de la route, je les retrouvais le lendemain. Ouais, c'est bizarre, c'est peut-être le rapport qu'on a au lieu où on est, etc. Mais moi, il y a des lieux. Ça dépend peut-être de l'âge aussi, je sais pas. Ouais, peut-être. Tu sais, j'avais 21 piges avant de venir ici. Bon, après, c'est que moi, j'habite aussi, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais j'habite en gros, tu vois, la Solano. Tu vois la Remillo, tu vois, j'habite par là, donc c'est pas non plus les pires quartiers de Cuenca, quoi. Mais bon, ça peut toujours se passer, ça arrive pas ce qu'aux autres. On sait aussi, il s'est passé des choses. Du bois quelque part. Il y a la chaise. Attends, je touche. Je vais jamais y arriver encore. Donc voilà, après maintenant, tu pars l'an prochain, parce que si tu t'interroges aujourd'hui, c'est que tu pars l'an prochain. Tu pars dans 2 semaines. Quel bilan tu ferais, on va parler après d'où tu vas partir, quel bilan tu ferais, toi, de ton expérience en termes positifs ou en termes négatifs? J'ai écrit un texte d'ailleurs là-dessus, il n'y a pas longtemps. Allez, écrire. Je me fais des de la pluie. Non, mais en vrai, j'ai écrit un texte, je me suis dit, ce serait cool. Donne ton Instagram. Mathilde Gillard, Gillard, tout attaché. Mon compte d'auteur. Je voulais écrire un texte en fait, quand j'ai acheté, parce que mon billet d'avion, j'ai dû l'acheter en 2 fois. Et je me mets à pleurer, c'est beaucoup d'émotions. J'ai de l'émotion pour tout en fait. Donc quand j'ai acheté mon 2e billet d'avion, j'ai voulu écrire un texte. Et en positif, le retour, je peux le dire comme ça. Le retour que je peux avoir en fait, c'est que je me suis trouvée, on va dire. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais j'étais vraiment paumée en France, je savais pas trop je savais même pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. J'étais une meuf aigrie, aigrie, limite raciste. J'aime pas du tout ce que j'étais. Je sais pas, je sortais en boîte, je sortais dans les bars juste pour aller boire et rencontrer du monde, quoi. Et je suis plus du tout la même personne. Je pense que je me suis trouvée, le regard des autres qui pèse moins. C'est drôle parce qu'on parlait avec Issam avant et on disait que la France elle est un peu une chape de plomb, quelque chose qui nous écrasait en France. Une chape de plomb, quelque chose qui nous écrasait.
Et justement, la conclusion qu'on est arrivée, c'est que l'expatriation, enfin, sur le fait de partir dans un autre pays, ça nous libérait aussi quelque part. Ça nous libérait, c'est une nouvelle bouffée d'air frais, quoi. Vas-y, je te laisse continuer. Non, mais du coup, pour rebondir sur ce que tu me dis, c'est. Je pense que c'est vraiment le cas pour chacun dans le pays, parce que je vois mon mec, il pense ça par rapport à l'Équateur et il sent mieux quand il va dans un autre pays. Je pense que c'est vraiment de là où on vient quand on ne se sent pas bien. Là où on est, en fait, on ne se sent pas bien dans le pays en général. Et on a besoin de bouger. Et en point négatif, enfin, moi, tu as d'autres positifs à dire après, je sais pas. Non, bah, c'est surtout ça, en fait, en point positif. Mais en point négatif, je sens plus de chez moi. À ce point-là on m'a qualifié de phobique sociale. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais que je souffrais de phobie sociale pendant un moment. Parce que je pouvais pas sortir du tout. J'avais ma voiture, il fallait que ce soit mon mec qui m'emmène dans ma voiture. Donc il m'emmenait au travail, il revenait me chercher. Tous les rendez-vous que j'avais, il fallait qu'il m'emmène. Mais toi, c'est spécifiquement lié à Cuenca ou c'était... L'Équateur. À l'Équateur. Parce qu'en France, je suis repartie en France, je sortais toute seule sans problème, j'avais mon téléphone dans la rue, alors que là, c'est hors de question pour moi d'avoir un appareil électronique. Là, ça va mieux parce que j'ai plus de voiture. Donc, et pourquoi justement tu penses que c'est en Équateur, enfin, qu'est-ce qui t'empêche de sortir ici? Je sais pas. En fait, c'est venu, je sais pas, en fin d'année dernière, à peu près. J'ai fait un burn-out et ça a vraiment hyper augmenté les choses. Genre, j'ai eu peur de tout. J'ai abusé, si je passe de rue, ça se trouve, il y a quelqu'un qui va me renverser, ou ça se trouve ici, il y a quelqu'un qui va me voler, il a un couteau, et je sais plus. Et donc, d'où le fait que tu arrives au bout de ton expérience ici, que tu as besoin de partir peut-être aussi, non? Non, ça fait déjà depuis l'année dernière que je postule pour partir, j'ai pas trouvé des bons postes. C'est juste, je me verrais pas non plus vivre en Équateur, parce que j'en ai un peu marre de l'amalgame, je suis blanche, donc j'ai de l'argent, alors on va pouvoir me voler, on va pouvoir m'arnaquer tout le temps. Ça m'est encore arrivé ce matin, j'ai encore eu un problème. Ah ouais? Ma proprio qui essaye de me demander plus de sous. Non, ouais, ça c'est vrai que je me permets de te couper, faire un aparté, c'est vrai que en fait, la couleur de la peau, enfin le fait qu'on vienne de France, on va dire de France. Non, qu'on vienne de non, mais pays occidental. Je vais spécifier un peu ce qu'on en parlait avec Christian aussi avant. Ça ouvre des portes. On va pas se mentir, ça ouvre des portes aussi. L'école. L'école, mais pas que ça. Ça te donne une sorte de validation. Ça donne un surplus de... Comment on appelle ça? Faut que je trouve le mot. Ça te donne... Je vois l'idée, mais je sais pas. J'ai trouvé le mot, t'inquiète pas. Ça te donne plus de crédibilité. Ouais. On va dire, plus de crédibilité. Un surplus de crédibilité, un gain de crédibilité, à tort ou à raison, après ça se discute. Et effectivement, bon, après, on en parlera après, mais avec les femmes, en général, dans les relations, ça facilite. On va pas se mentir, ça facilite. Oui, mais pareil pour moi. Après, ça facilite au début, beaucoup moins après. Je trouve que pour avoir une relation sérieuse, c'est compliqué ici. Mais bon. Et justement, c'est que je comprends combien de fois on m'a arnaqué. Au début, beaucoup. Hein. En fait, c'est bien aussi parce que ça m'a appris à être un peu méchant, toi. J'étais assez gentil avant, j'étais du genre à dire bon. Et c'était un an maintenant, je suis hargneux là-dessus. Je laisse pas passer le moindre centime. Parce qu'en fait, je dis non. C'est toi, je viens de ton pays. C'est le même pays, c'est le même tarif que les autres. Il n'y a pas hors de question que tu fasses un tarif différent. Et en fait, comme je sais que les Cuencanais, ils ont un peu peur du conflit, maintenant ça ne me dérange pas du tout d'aller au clash, entre guillemets, de sortir de ma tranchée, parce que je sais qu'en face, ils vont pas spécialement, ils vont très très vite. Ah pardon, excuse-moi. Ouais. Dès le début, tu as essayé de m'avoir. Voilà, c'est très clair. Parce qu'ils pensent que les gens vont réagir comme eux en fait, et à partir du moment où ils vont dire quelque chose, personne ne va leur dire non. Et c'est vrai que c'est beaucoup une culture du paraître et du silence, qu'on disait aussi à Ikissam, c'est qu'ils vont jamais oser dire les choses en face. Ils vont jamais oser dire clairement les choses clairement. Et effectivement, quand tu les confrontes, et moi je pense que là par contre c'est les confronter à raison, tu vois, très très vite, voilà, ils comprennent que ce qu'ils ont fait, ok ça se fait ici, ok nous on n'accepte pas par contre, moi j'accepte pas du tout. Et je voulais te poser une question justement, toi tu es en couple depuis quelques années, est-ce que tu peux nous parler de la vie en couple ici en Équateur? C'est compliqué, c'est une source de conflit quotidienne. Par rapport à la langue, par rapport à la culture, c'est difficile. Par exemple, je sais pas avec qui on parlait, c'était la semaine dernière. Je me suis engueulée il n'y a pas longtemps avec mon mec parce qu'en fait je mélange toujours velorio et velador et ça veut dire enterrement et tape de nuit. Et donc, enterrement, oui. Tape de nuit. D'accord. Donc la dernière fois il cherchait un truc hyper urgent parce qu'il devait partir en cours et je lui dis c'est dans mon enterrement. Sauf qu'il comprenait pas en fait et moi ça me fait rire maintenant, ça me fait trop rire parce qu'on s'est vraiment engueulé. Et il m'appelait, je dis mais c'est dans mon enterrement dans le premier tiroir. Il me dit mais c'est quoi un enterrement Mathilde? Qu'est-ce que tu fais qu'il y a un tiroir dans un enterrement en fait? Et je lui ai expliqué le truc qui est à côté du lit quoi. Il me dit ça s'appelle pas velorio. Donc voilà. Ça m'était déjà arrivé plusieurs fois, on s'est vraiment engueulé il n'y a pas très longtemps par rapport à ça. Et voilà, donc au niveau de ça, c'est marrant, mais c'est chiant. Ouais, à la longue, ouais. Il y a des trucs,
Il y a des mots que je vais penser qu'ils sont pas forts alors qu'ils sont forts et d'autres qui va pouvoir me dire. Par exemple, Kayate, c'est pas super fort et par exemple, ça lui arrive de me dire, genre, s'il y a quelqu'un qui est pas net par exemple dans le bus, il va me dire Kayate pour dire, voilà, ferme-la maintenant parce qu'il va voir que t'es étrangère, il faut pas qu'il te voie ou comme ça. Il est très protecteur. Ça, c'est un truc culturel aussi qui me saoule parfois. Enfin bref, voilà. Et moi, pour moi, c'est super fort. Alors en fait, c'est un tais-toi un petit peu. Est-ce que ça t'a déjà fait ça? Parce que j'en parlais avec Inès et même Alice, ça a déjà fait ça. Le fait que des fois, on est français, on comprend pas du premier coup. Et moi, ça m'arrivait ils me répétaient pas. La deuxième fois, ils me répétaient pas, etc. Ça me saoule de devoir répéter, ouais. Ouais, mais bon, enfin, nous, si on comprend pas du premier coup, c'est normal qu'ils nous répètent, quoi. Ouais, mais t'es prof aussi, donc t'as l'habitude de répéter plusieurs fois les choses. Ah, je pense que ça y joue parce que moi, je ne répétais pas. Après, c'est pas qu'un soi, mais on est comme dans un pays, tu vois, où. Enfin, moi, la langue, des fois, et en plus, l'accent encore, ça va quoi, une mais bon, des fois, ils parlent vite. Ils ont des expressions que nous. Enfin, moi, j'ai commencé à apprendre l'espagnol en Espagne, qu'ils n'ont pas, toi, qu'on n'est pas en Espagne, tu vois. Et puis même, quand il y a beaucoup de monde, des fois, je les répète, enfin, tu peux pas répéter. Et non. Putain, ça me rend fou, mais. Et tu sais, je suis restée dans le doute de ne pas savoir ce qu'ils voulaient dire. C'est ça, en fait, je disais à la personne, imagine que tu es dans la famille en France, t'inquiète pas qu'on va te répéter le nombre de fois qu'il faut pour que tu puisses entendre, quoi. On va t'expliquer, etc. Et non, eux, c'était plutôt, bon, moi, je ne répète pas. Ça peut m'énerver, Mais vas-y, continue. Ça m'arrive avec le mec, mais pas tant que ça, je t'avoue. Mais oui, ce que je disais sur la culture, sur le fait, c'est qu'effectivement, ici, c'est une culture très conservatrice, on va pas se mentir, très conservatrice. Pour moi, c'est pas spécialement pour me déplaire. À d'autres, ça te déplaît, moi, ça me dérange pas plus que ça. Mais. Je suis pas très libérale non plus, mais il y a des limites, quoi. Après, t'es une femme, c'est différent, je pense aussi. Je pense que c'était différent le fait d'être une femme ici. Je suis une femme tatouée, j'avais des piercings. Ah, déjà, c'est. Ouais. On m'a dit que j'étais le démon quand je suis arrivée chez lui. Il a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu me ramènes ça? Machin de démon. J'ai une anecdote à ce propos. Alors, déjà, c'est vrai que beaucoup de Français ici sont tatoués et ont des piercings. Beaucoup de Français à l'école française. Oui. Et j'ai une anecdote, une fois, je vais camper vers Sixi avec Inès, Max, Sixi de là-haut, sa copine et tout. Enfin, il y avait la sœur d'Inès. Tu la connais, la sœur d'Inès? Oui. Et la sœur d'Inès, tu vois, à un moment, on était trop dans la voiture et il fallait redescendre, tu vois, la petite montagne, quoi. Donc je redescends avec la sœur d'Inès et on croise un paysan, quelqu'un qui avait des vaches ou trucs comme ça. Et je pense que là-bas, ils n'ont jamais trop vu de blanc. Hein. En vrai, Sixig, là-bas, c'est un peu. C'est la campagne. Et voilà la sœur d'Inès qui avait un piercing dans le nez. Et après, il me dit à moi, mais c'est quoi ça? Enfin, vraiment comme ça. C'est quoi ça? C'est comme des vaches. Mais c'est ça, il a dit ça. Il a dit, mais t'es pas une vache, t'es une femme, faut pas te mettre ça dans le nez, etc. Et lui, il était outré, toi, il était limite à dire c'est de la sorcellerie, quoi. Elle a un piercing nasal. Du moins, elle l'avait la fois où elle était là. Et lui, il était du genre à dire, mais putain, c'est le démon, t'es le démon, etc. Et moi, ça m'a fait rire. Elle, beaucoup moins, parce que je crois que je lui ai dit, je vais te traduire après, je crois. Mais ouais, c'est. C'est drôle quand t'es pas longtemps là, en fait, ça te fait rire ce genre de choses. Ouais, je pense qu'elle a longtemps. Après, ça me fait rire, parce que moi, ça me concernait pas, tu vois. Bon, j'ai un style plus classique, j'imagine. Mais ça me concernait pas, tu vois. Mais c'est vrai que. Wow, c'est un peu violent. Et après, ils n'ont pas de filtre, parce qu'eux, ils disent ce qu'ils pensent, tu vois. Enfin, sur ça, ils disent ce qu'ils pensent, ils n'ont jamais vu ça. Ouais, mais ils ont un filtre, ils n'ont pas de filtre que là-dessus, hein, parce que par contre, le reste, ils en mettent 50. Oui, non, parce que je veux dire, il y a certains sujets sur lesquels ils n'ont pas de filtre. Après, je pense que c'était quelqu'un qui venait justement de la campagne, cette personne. Donc c'était un paysan, à vrai dire, un fermier de Sixig, donc c'est déjà une grosse heure de Cuenca, je pense. Hein, c'était déjà. Je sais plus. Mais déjà, une heure de Cuenca, c'est un autre pays déjà. Je trouve que c'est un autre pays. Ouais. Parce que c'est vraiment, Cuenca, c'est une ville, mais en dehors, c'est plus des populations qui n'ont jamais été trop, habituées à voir des hommes blancs, des femmes. Cuenca, c'est vachement plus conservateur. Ouais. En général, tu compares Cuenca Quito, ça n'a rien à voir. C'est sûr, mais après Quito, c'est la capitale. Mais donc voilà, si tu peux me parler un peu de comment tu vois cette société aussi, toujours dans ton couple, etc. Parce que toi, tu as vécu là comme 4 ans. Ouais, j'ai été confrontée à la culture, mais plus que d'autres Français, je pense. Alors, je sais pas pour me vanter, mais. Parce que toi, tu as vécu plus avec des Équatoriens qu'avec des Français. Ouais, dès le départ, parce que de toute façon, je te dis, moins d'un mois après, je me suis retrouvée toute seule en fait. Donc il n'y avait aucun Français avec moi, il n'y avait aucun étranger avec moi, j'étais toute seule. Et ça fait combien de temps que tu es en couple avec ton copain? C'est une très bonne question. 2 ans, je crois. Je sais pas, désolée. Je t'en prie, vas-y. Non, mais je suis désolée pour lui. Il écoutera pas la vidéo aussi? Non, puis il comprendra pas parce que je parle vite, mais. Enfin, même s'il écoutait, il comprendra. Tu peux dire des choses méchantes. Allez, vas-y. Non, mais ouais, là, la culture, j'étais confrontée, mais ce qui a été le plus difficile, en fait, c'était vraiment qu'on me dise. Déjà, le fait qu'on me dise, genre, à minuit, je dois être chez moi, tu vois. Les gens, ils ont 25 ans, ils me disent, à minuit, je dois être chez moi. Pourquoi? Parce que ma mère m'attend. C'est vrai qu'il y a ce côté très. Ça m'a choquée. Très la maman. Toi, moi, je comprends pas les hommes ici, je comprends pas, c'est leur culture, hein, mais
les hommes ici, ils ont une tendance à, dès que ça va pas, ils vont chez papa, maman, enfin ils vont chez maman en l'occurrence, maman elle cuisine pour eux, maman, enfin moi je... Ouais, et puis ça pousse ton assiette, enfin, c'est horrible, Ah ouais? et ils vont la nettoyer. Ah, En gros c'est fini, vas-y nettoie pour moi femme. Ouais, le frère de mon mec, je pense pas qu'il ait déjà lavé une assiette de sa vie. Mais c'est vrai qu'ils sont pas très dégourdis, le coin canet, homme est pas très dégourdi généralement parce Ils sont même pas coin-canet. on lui a tout fait quoi. Ah oui, c'est pas Non, ils sont de la côte. Ah, ils sont de la côte? Ils viennent pas s'appeler. Bon bah c'est tout l'Équateur j'imagine alors. Et c'est vrai qu'il y a ce côté un peu rester chez papa maman très tard. Alors que nous, on a tendance à 18-19 ans, vouloir vite. Et encore, je suis partie. Alors, moi, j'étais en internat, mais je suis partie il y a 15 ans. Ah, mais c'est vrai que tu m'as dit que tu étais partie plus tôt, toi. Avoir vouloir notre indépendance rapidement, quoi. Vouloir vraiment rapidement notre indépendance. Ouais, alors pour eux, c'est hyper mal vu. Même quand ils sont mariés, ils vont vivre avec les parents, ou Ouais. quand des parents, ils vont pas bien. Ils vont vivre avec les enfants. Et moi, je le dis, je lui dis, mais ta mère, en fait, elle peut être en train de crever, elle vivra jamais chez moi. Tu lui payes de l'argent pour qu'il y ait quelqu'un qui reste avec. Elle ne viendra jamais dans ta maison. C'est une semaine en vacances, c'est fini. Ouais, non, c'est ça qui est. Alors, ça lui a fait mal, hein, mais. Ouais, non, c'est un peu le choc culturel qu'il y a, effectivement. Parce que j'allais te poser la question, c'était quoi le plus gros choc culturel? Et toi, je repense à une fille que j'ai fréquentée il y a 1 an et demi maintenant. Et elle avait 28 ans, elle avait 28 ans. Et elle devait mentir. Tu tapes des jeunettes. Hein? Tu tapes des jeunettes. Bah, À à l'époque, moi j'avais 33, je crois, à l'époque. Tu tapes des jeunettes ou ça pense? Il y a eu des plus grands écarts d'âge ici. Hein. Pas bon, on va pas discuter de ça. Mais 28, 33, pour moi, c'est pas choquant. C'est une blague, je t'embête. Hein, je sais Il a quel âge ton ça fait copain? bouger, en plus. T'as le même âge que ton copain? Il a un an de plus. Mais je l'annonce avec des dents plus. Et je voulais dire. Donc oui, et je me rappelle, elle mentait à sa maman pour revenir me voir. Quoi. Ouais. Ou elle devait rentrer à telle heure. Mais je disais, mais t'as 28 ans. Bah, nous, à 28 ans, tu t'aurais jamais. Et non, ici, c'est très normé, c'est très. Ouais, c'est. Du moment que t'es pas marié, tu c'est ça. leur dois des explications pour tout. Mais il y a un peu, je pense, pour les filles, tant qu'elles sont pas mariées, c'est des éternels mineurs. Quoi. C'est des mineurs très très tardifs. Même les garçons. Les garçons ont plus de liberté quand même. Ils ont quand même plus de passe-droit. Je vais encore repartir avec Vas-y. l'exemple du frère de mon mec, mais il a 33 ou 34. On parle de qui là? 34, hein. On parle de qui là? Le frère de mon mec. Ah, le frère de ton mec. Il a pas le droit de rentrer après minuit. 34. 33 ou 34, mais je crois qu'il a 34. Il a pas le Mais droit ouais, de je sais rentrer pas. après telle heure. Il se voit en plus avec sa copine, alors ça fait 7 ans qu'ils sont ensemble. Ah, c'est dur quand même, parce que moi, tu vois, je l'associerais à une régression pour moi. Ah, tu dis ça, c'est culturel, Ah encore oui, une oui, fois. très clair. Moi, le peu de fois que j'ai dû rentrer chez mes parents, parce que. Mais j'associe à l'âge adulte, hein, en même temps, je vivais pas très bien, même très très mal. Et moi, je sais pas, Après, bon, ce qui est bien aussi, c'est qu'ils sont très familles. Il y a le noyau familial, etc. Là où nous, on perd ça en France aussi. On le perd en France, le côté famille, on le perd. J'étais très famille en France et j'ai eu tellement de soucis que maintenant c'est. N'importe quelle personne de la famille, si je le vois pendant plus d'une heure, je. T'es allergique à la famille maintenant? Ouais. Ça, Et je suis horrible, du coup, culturellement, ils détestent ça. Je peux comprendre aussi par rapport à ton passé, effectivement, à ton expérience, mais. Non, c'est vrai qu'ici c'est très très poussé. Quoi. Le dimanche, par exemple, c'est sacralisé, c'est la famille, on va manger au restaurant, on va manger en famille. Ici Ouais. Ouais, ok, une famille. Ils ont très ça, quoi, ils ont beaucoup ça. Et le dimanche, tu ne feras rien avec eux parce qu'ils sont en famille. Quoi. Et effectivement, après, ça peut peut-être participer au fait qu'ils sont un peu plus serrés, un peu plus. En Cuenca notamment, qui sont un peu plus renfermés sur eux-mêmes, c'est que finalement, si tu n'es pas intégré à une famille, bah, tu n'es pas intégré spécialement à la vie cuencanaise pleinement. Quoi. Et c'est difficile de trouver du travail, des choses comme ça. Ça marche vachement comme ça, non? Ouais, ça marche Tu beaucoup. avec ton frère, ta soeur, ou alors ton beau-frère, ta soeur, ta cousine, je sais pas. Ils appellent ça des koimas, sinon. Koimas, c'est quand tu trouves du boulot grâce à quelqu'un de ta famille. Mais Ouais, je sais plus dire. en fait, c'est vrai que la méritocratie, ça n'existe pas spécialement ici, parce que tu peux avoir facilement un travail, soit avec des relations, je me suis rendu compte des relations politiques aussi, et des relations familiales. Les relations familiales et les relations politiques, c'est ce qui donne du travail. D'ailleurs, il faudrait qu'on parle de politique un jour, je vais faire une vidéo là-dessus. Non, Et moi, c'est ce que je déteste. non, ce qui me rend fou ici, c'est que, ce que je veux dire, c'est que dès que tu as une élection, ils virent toute l'administration. Si l'administration soutenait un autre candidat, ils virent toute l'administration Ok, pour je savais remettre. pas. Bah, c'est ce que. Je suis anti-politique, enfin c'est pas je suis anti, mais Ça t'intéresse pas? ça me. Je sais pas, non, ça me stresse. Tout me stresse en fait, et juste. Je vois ça. Ouais, moi je suis pas très stressée, mais ça me fait paniquer la politique, donc je le. Mais ouais, non, là, en l'occurrence, pour finir là-dessus, c'est que toi, comment tu vas avancer dans un pays, enfin, dans une ville en l'occurrence, si quand le maire arrive, il vire tous ceux qui étaient là avant, toute l'administration, mais c'est jusqu'au secrétaire, toi, devant tout le monde. Et il met les gens qui étaient favorables à sa candidature. Oui, il y a des trucs encore pires quand même, c'est juste un candidat présidentiel qui offre de l'argent à des gens, ils vont aller voter pour lui. Même s'il lui 30 balles, alors pour eux 30 balles c'est énorme, peut-être à Guayaquil sur la côte, mais je sais pas. Bah, tu sais, souvent, il met des t-shirts, ou alors sur la maison, il peigne la tête du candidat. C'est vrai que c'est une autre façon de faire. Pour faire ça. Ouais, c'est une autre façon de faire campagne que chez nous. Quoi. C'est totalement différent. Donc, on va un peu reprendre sur notre sujet, l'expatriation. Je regarde juste quelle heure il est. Il est 40. Oui, c'est bon, j'ai 20 minutes. Tu pars
à la fin de l'année, là tu pars dans quelques semaines. Où est-ce que tu pars? Aux États-Unis. Pourquoi les États-Unis? Parce que j'ai pas été prise au Canada. En vrai, c'est pas du tout mon rêve, les États-Unis. C'est cool en vacances, mais je me voyais pas du tout aller vivre là-bas. En gros, tu serais parti dans quel pays si tu avais le choix là? Au Canada. Canada ou États-Unis pas plus? Enfin, Canada. Je sais pas. En vrai, j'en sais rien. Parce que je suis venue ici en me disant je vais rester 10 mois, je savais pas ce que je voulais faire par la suite. Je me suis dit je veux partir d'ici, mais en fait, ok Mathilde, tu vas aller. Je suis la personne la plus indécise qui peut exister sur la Terre, je pense. Et quand t'as postulé que Canada, États-Unis, pas plus? J'ai postulé de partout dans. Alors, c'est méchant ce que je veux dire, mais dans des pays développés. Voilà, pas des pays du premier monde. Vraiment. C'est vrai qu'ils disent premier monde ici. Ouais, j'ai tendance à traduire, mais j'ai postulé de partout. Mais en fait, j'étais allée aux États-Unis en vacances il y a 2 ans. Et je me suis dit, ça peut être une bonne opportunité pour apprendre l'anglais. Je me suis dit, c'est cool aussi. Enfin, il y a plus d'opportunités de travail. Il y a des gens de plusieurs ethnies, on va dire. États-Unis, ouais. Non, mais des plusieurs ethnies. Aux États-Unis? Oui. J'ai pas envie de dire race, je sais pas. Non, en gros, t'as des caucasiens, t'as des latinos, t'as des noirs, des asiatiques, etc. Ok. Et voilà, je me dis comme ça me permettrait de pas perdre mon espagnol, mais c'est surtout parce que mon mec voulait absolument y aller. Et je me suis dit, de toute façon, je sais pas où aller. Ça vaudra toujours mieux une expérience aux États-Unis que, je sais pas, dans d'autres pays, quoi. Tu vas dans le Colorado, non? Ouais. Je crois qu'il y a des latinos, non? Je crois qu'il y a une communauté latino. Alors là où je vais, il n'y en a pas beaucoup, de ce que j'ai compris, parce que c'est dans les montagnes. Ils sont un peu élargis. Ils ont froid. Pourtant, à Cuenca. Ouais, mais ça a l'air d'être plus là-bas parce qu'en été, il fait 15 degrés en pleine journée. Donc, ah ouais? Ouais, mais t'es près d'Aspen, non? Ouais, je suis à 3 heures, mais ça va quand même. Ouais, t'es la grande station de ski des États-Unis, quoi. Oui, j'espère que j'ai pas la ski là-bas quand même. J'aimerais bien connaître. Comme j'ai connu Courchevel, j'aimerais bien connaître. Bref, rien à voir, mais voilà. Je sais pas quoi dire de plus par rapport à ça. Non, je sais pas. Comment tu vois ton expatriation aux États-Unis pour l'instant? Je le vois que je pars dans 2 semaines, j'ai pas d'appart. Bon courage. Voilà, ça fait depuis début avril que je cherche. On est le 28 juin. J'ai pas d'appart, je sais pas où je vais arriver. En vrai, j'en sais rien. Et le projet qu'on va te proposer là-bas en termes d'éducation, tu vas dans une école française, pour les école internationale. Ouais, c'est pas une école française, c'est une école américaine. Et justement, quel va être le projet d'éducation, comment tu le vois? Par rapport aux méthodes, non? Ouais, qu'est-ce qui t'a tenté aussi là-bas? En fait, je me suis rendu compte cette année que j'aimais beaucoup donner cours en classe flexible, donc ce qui est, comment dire, de différentes modalités d'assises, différentes modalités de travail. Pas une classe traditionnelle comme en France, où tu es assis, etc. Et bon, ça a démontré, dans ma classe, j'ai pu voir que ça marchait bien, mais surtout, c'est une école qui est basée sur ce qu'ils appellent la Social Emotional Learning. Et donc, vraiment, avant d'apprendre quelque chose, d'apprendre à compter ou quelque chose comme ça, il faut apprendre à être bien avec soi-même, apprendre à respecter les autres, apprendre pourquoi est-ce que j'existe en fait. D'accord. Et voilà. Je trouvais ça super intéressant, c'est ce qui m'a attiré là-bas aussi. Développer l'humain avant de développer l'apprenant. Ouais, parce que ça sert à quoi en fait, ça va faire des choses si tu restes un con toute ta vie. Désolée de le dire comme ça, mais non, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Et en fait, c'est trop cool parce que cette année, on a mis plein de projets en place à l'école. Et je me dis, c'est des trucs qu'ils n'ont pas forcément fait parce que l'école, elle est jeune, elle a 5 ans. Et je me dis, je vais peut-être pouvoir apporter ça aussi dans ma classe. Donc l'école aux États-Unis là-bas. Ouais, elle est toute jeune, 2018. D'accord, très bien. Et bon, dernière chose, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui serait tenté par l'expatriation? Parce qu'à vrai dire, cette vidéo, elle est destinée à un public qui pourrait être tenté par l'expatriation, du moins curieuse. Qu'est-ce que tu donnerais, toi, de ton expérience personnelle? Qu'est-ce que tu tirais de ton expérience pour donner comme conseil? Qu'il faut être tolérant, je pense. Parce que, je pense que du coup, on l'a remarqué avec la vidéo, mais je suis pas en accord avec beaucoup de choses, la culture équatorienne. Ouais. Et pourtant, ça ne veut pas dire que je vais aller cracher sur des gens parce qu'ils le font, parce que je respecte aussi que c'est leur culture, ils ont été éduqués comme ça. Tout à fait. Ils sont peut-être pas au courant que y a certaines choses qu'ils font qui en fait fonctionnent pas, et peut-être que pour eux, c'est moi la personne bizarre, et c'est pas eux. Et c'est sûrement comme ça. C'est vrai qu'à la fin des fins, c'est leur pays, c'est leur ville, c'est leur culture, c'est leur mentalité. Et nous, on est là finalement comme des visiteurs, on est là comme des étrangers, entre guillemets, plus ou moins étrangers d'ailleurs. Mais effectivement, à la fin de la fin, il faut respecter, parce que moi, je pense que j'aimerais pas non plus qu'on nous critique. Tu peux avoir des points de désaccord, dire voilà, là ça me dérange, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je pense que si on ne se sent pas bien dans un pays, il y en a d'autres qui peuvent nous accueillir dans le monde. Il y a à peu près un peu moins de 200 pays dans le monde. Je pense qu'il y a toujours un qui t'ouvre grâce à nos yeux. Mais effectivement, c'est vrai que... Comment? Je dis sinon on rentrera chez nous.
Ouais, mais je suis pas allé en France pour l'instant. Mais effectivement, j'aimerais pas non plus qu'en France on me dise comment vivre, etc. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que, en tant qu'expatrié, parce que c'est vrai que des fois c'est pas facile. Moi, je dois l'admettre, des fois que c'est pas facile, qu'il y a des choses qui sont gênantes. Il y a des côtés positifs, des côtés négatifs. Mais ça veut dire que c'est normal, parce que sinon ça serait paradisiaque, sinon ça serait peut-être se mentir un peu à soi-même, à dire tout est parfait. Mais qu'effectivement, il faut comprendre qu'à la fin de la fin, c'est leur pays, c'est leur culture, etc. Et il faut respecter ça aussi. En fait, je pense, du moment qu'on m'emmerde pas et qu'on m'empêche pas de dire, ça me va. Même si je suis pas d'accord, j'aurais pu rester quelques années en Équateur si j'avais pas eu les derniers soucis dont j'ai pu parler. Je pense que j'aurais pu rester quelques années encore. Ici, ça m'aurait pas trop dérangé. Non, c'est après Cuenca, c'est une ville agréable à vivre. C'est beau. Cuenca, c'est ça, c'est par rapport à Guayaquil et à Quito, on est quand même bien lotis. Ouais, puis c'est petit, c'est sympa. Dernier mot. Visiter l'Équateur. Je sais pas quoi dire. La meilleure agence de pub. Attends, ils auraient Non, mais en vrai, ça vaut vachement le coup. Ah non, en Équateur, déjà, je pense qu'on apprend plus qu'une personne qui va rester dans son pays pendant 50 ans. Ouais. Non, on apprend à se connaître soi déjà, et je pense que c'est la base de tout. C'est ça. Moi, c'était une grande révélation de venir ici. Parce que je disais avec Issam avant, c'était une grande révélation de venir ici. Ça m'a sauvé la vie, entre guillemets, mais pas tant de guillemets que ça d'ailleurs. Pas tant quoi ? Il n'y a pas tant de guillemets que ça, parce que je fais les guillemets en même temps, ça se voit pas. Mais ça m'a sauvé la vie quelque part. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup libéré, je dirais. Eh bien, merci Mathilde, et tu nous diras des nouvelles dans un an des États-Unis. Ça se trouve, je dirai la même chose. J'ai pas les États-Unis. Il y a trop de burgers. Oh mon Dieu, la nourriture, ça va être compliqué. Ouais, après, je pense que tu peux aussi trouver des trucs. Je sais pas, je connais pas du tout, à vrai dire. Et puis on verra, je te dirai ça dans un an. À dans un an, Mathilde.